internautes, spectateurs de communication Wanji, bonsoir. Au titre de la nouvelle année 2016, nous sommes très heureux de revenir sur le plateau de notre émission Les Grandes Questions. Et donc, en cet après-midi du lundi 18 janvier 2016, nous recevons Monsieur Jean-Claude Nyawa. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur Jean-Claude Nyawa, vous êtes un habitué de nos téléspectateurs, de nos internautes. Qui vous êtes exactement? Oui, avant de me présenter, je voudrais tout simplement remercier la direction de Wangi Communication TV Production et dire que je suis Jean-Claude Nyawa. Je réside en Suisse, à Zurich plus précisément, depuis plus de 10 ans, je peux même dire plus de 15 ans. Et je suis le président du Conseil européen et en même temps vice-président chargé de la diaspora et de la représentation du COGEP. Alors, monsieur Jean-Claude Nyawa, soyez le bienvenu dans notre studio. Et le COGEP, c'est bien le Conseil européen, excusez-moi, c'est le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, n'est-ce pas? Ben, dites-nous d'emblée, en rapport avec ce nom de votre mouvement, avec le soutien de la jeunesse africaine dans le combat que vous menez, et si oui, comment se manifeste-t-elle? Effectivement, nous avons le Congrès panafricain des jeunes. D'abord, le COGEP, c'est quoi? Le COGEP est parti, il faut rappeler le processus du COGEP, le processus d'évolution du COGEP. D'abord, c'était le Congrès panafricain des jeunes patriotes. Et puis, un mouvement de pression qui est devenu, après, un mouvement politique, et aujourd'hui, qui est un parti politique. Et donc, lors de son évolution, nous avons eu beaucoup de soutien de groupes de jeunes panafricains de différents pays. Il y a eu plusieurs rencontres à Abidjan dans les années 2000 jusqu'en 2008, où notre leader, qui est aujourd'hui détenu injustement à La Haye, a reçu des jeunes venant du Cameroun, venant du Burkina, venant de ces pays, les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, pour parler du panafricanisme. Et à son temps, le président Charles Blé Goudé avait été élu secrétaire exécutif de ce grand mouvement panafricain. Et M. Jean-Claude Nyawa, quel rôle occupez-vous véritablement au sein du COGEP? Je l'ai dit tout à l'heure, je suis le premier responsable de la coordination des activités des représentations du COGEP à l'extérieur et du Conseil qu'on appelait le Conseil européen. Et là-dessus, après le sommet européen du COGEP qui s'est tenu en avril 2015 à La Haye, une manière pour toutes les représentations d'apporter leur soutien au président Laurent Gbagbo et au ministre Charles Blé Goudé, qui est le président du COGEP, nous avons été nommés vice-président chargé de la diaspora et des représentations, avec rôle l'implantation du parti à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Europe, en Amérique, en Asie et même en Afrique. Monsieur Jean-Claude Nyawa, quels sont exactement vos rapports avec le pouvoir d'Abidjan? Parce qu'on a vu que avant les élections, il y a eu quand même des alliances au sein des partis qui ont manifesté à Abidjan, dont certains éléments se sont présentés contre le président Alassane Ouattara. Quel a été le rôle du COGEP dans ce groupe d'opposition? Le COGEP, qui est d'abord un jeune parti, c'est-à-dire que c'est à la suite du congrès d'Alépé en août dernier que
nous sommes devenus parti politique, mais nous avons toujours depuis décrié la manière dont la politique est menée en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les acquis de 1990 et qui ont été véritablement consacrés avec l'élection du président Laurent Gbagbo en 2000. Nous avons régressé. Nous avons régressé d'abord en 2010 où par la faute de certains hommes d'affaires français dont à la tête nous avons le président Sarkozy, violer la constitution de la Côte d'Ivoire pour venir nous installer ce candidat qui était vaincu. Et donc nous avons régressé. Et nous sommes dans cette régression encore avec la commission électorale indépendante dont le président Youssouf Bakayoko qui nous avait dit qu'il n'était pas encore muni pour donner les résultats provisoires pour que le Conseil constitutionnel décrète véritablement qui est président de la République. Et ce dernier s'est retrouvé à l'hôtel du Golfe, QG de l'adversaire du président Laurent Gbagbo. Ce qui a jeté un discrédit sur tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et on a vu ce cataclysme politique sanguinaire, beaucoup de morts et beaucoup d'exilés, beaucoup d'effets collatéraux par rapport à cette situation. Et donc c'est ce même Youssouf Bakayoko qui se retrouve encore comme président de cette commission. Et puis, il faut s'imaginer dans un pays où il y a au moins 22 millions d'habitants. On ne peut pas toujours avoir le même fichier électoral. Mais si vous voyez, depuis 2000, on a toujours 5 millions, 6 millions d'habitants qui participent véritablement aux élections. Et puis le recensement, comment il est fait? Le recensement dans un pays ne doit pas être politisé. Le recensement doit être la base du développement dans un pays. Donc il faut le faire, il faut prendre le temps. Mais ce à quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à une opération qui d'emblée devait exclure certaines personnes compte tenu de leur appartenance politique, et je ne dirais pas religieux, ou je ne dirais même pas ethnique pour ne pas tellement donner raison aux gens, mais politique et confessionnelle. On dit bon, aujourd'hui commence l'opération de recensement et puis après, dans un mois, c'est fini. On ne veut plus revenir. Celui qui ne s'est pas recensé, c'est fini. Mais ce n'est pas normal ça. Un pays qui se dit un pays des droits, il faut donner le choix à l'individu de s'inscrire et puis après de choisir qui ne participe pas à ces élections ou pas. C'est comme ça aussi. Donc on doit inscrire tout le monde. Mais de quoi avions-nous peur pour ne pas inscrire tout le monde? Donc pour 22 millions d'habitants, moi j'estime qu'on peut avoir une population électorale de 12 millions d'habitants, ou bien 10 millions d'habitants, ou bien 8 millions. Nous sommes à 5-6 millions. En 10 ans, donc, alors que la Côte d'Ivoire, la population de la Côte d'Ivoire est à 35% jeune, de moins de 19 ans. Hein? Et donc si tu fais 22 millions multiplié par 35 divisé par 100, tu te retrouves à 7 millions. Nous sommes allés à combien? Avec combien? Ben, M. Jean-Claude Nyawa, vous parlez du processus qu'il y a eu avant les élections. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara a été élu pour encore mais je vais parler, c'est ce que je suis en train de... Je veux planter le décor. Ok, d'accord, allez-y. Voilà, une élection, hein, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est une farce électorale, moi, c'est ce que je veux dire. On a tous assisté, hein, que déjà le taux de participation connu par les observateurs est crédible. C'est entre 10 et 15%. Entre 10 et 15%. Donc si on est à 7 millions, bien à 6 millions, c'est que Ouattara a été élu avec 700 000 personnes et qui ne représentent même pas le fichier électoral, alors qu'il était le seul candidat. Donc il y a là un refus catégorique de la population de participer à ces joutes électorales. Pourquoi? Parce que le contentieux de 2010 n'étant pas vidé, hein, les gens ne se reconnaissent pas dans ce qu'il fait. Mais comme
il a les armes. Mais comme il est soutenu par ses alliés extérieurs, il fait ce qu'il veut. Et c'est là le problème. Donc nous avions dit au COJEP, nous avions dit qu'il fallait réunir toutes les conditions, c'est-à-dire revoir le fichier électoral, recenser tout le monde, essayer de sécuriser véritablement le processus électoral en désarmant ceux qui ne sont pas en droit de porter les armes, c'est-à-dire ces petits microbes-là qui pullulent un peu dans les quartiers, qui tuent les gens, et puis même les forces nouvelles qui détiennent encore, certains ont une milice qui ont encore les armes. Et donc tout ça, pour qu'on rentre véritablement dans une république avant d'aller aux élections. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc nous ne sommes pas sentis concernés par ces élections. Mais comme c'est eux qui sont là-bas, par la force des choses, par la force des choses, écoutez, par la force des choses, par la force des choses, nous les considérons comme les dirigeants des fêtes. Voilà. Ok. Quelle est la tendance entre le COJEP et le FPI? Vous pouvez répondre à cette question. Mais il n'y a pas de tendance. Dans la mesure où, avec tout ce que vous dites, le FPI a participé quand même aux élections. Bon, vous allez me... Il y a eu... au FPI, il y a eu ce qu'on a appelé... on a tous vu, il y a eu un conflit au FPI. Un conflit pour lequel nous sommes restés très loin. Et nous avons appelé ces deux tendances au Front populaire ivoirien de s'unir et de trouver les solutions pour y aller. Et donc, pour moi, je n'ai pas grand-chose à dire sur les tendances. Je n'ai pas grand-chose à dire sur les tendances. Il y a eu un cadre du Front populaire ivoirien qui a participé aux élections, l'ancien Premier ministre Affi N'Guessan. Il y a eu une autre tendance qui n'est pas allée aux élections. Mais nous avions voulu qu'il y ait ce que notre leader a toujours demandé, qu'il y ait une unité de ce parti-là, du président Laurent Gbagbo, dont nous nous réclamons partisans, parce que le président Laurent Gbagbo est le père de la démocratie. En d'autres termes, Affi N'Guessan a agi dans le cadre du bien-être de la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas juger l'acte d'Affi N'Guessan ici. Non, par rapport au COJEP. Non, mais par rapport au COJEP, moi, je ne peux pas juger l'acte d'Affi N'Guessan. J'ai dit et je le répète, nous avions un chef. Nous avons un président, Charles Blé Goudé. Et nous sommes un parti politique qui a une ligne. Et cette ligne est qu'on doit appeler les cadres du Front populaire ivoirien à l'unité. C'est ce que... Donc, qu'ils agissent séparément, ça c'est un débat interne. C'est à eux de juger. Mais nous aussi, au-delà, si on doit faire un jugement, on doit juger le gouvernement. Parce que c'est le gouvernement qui, par la force des choses, détient aujourd'hui les manivelles de la gestion de notre pays. Donc, à ce gouvernement de créer les conditions pour véritablement ramener la paix, la réconciliation. Mais là-dessus, la réconciliation et la paix, et une fois ces conditions sont réunies, je pense qu'il ne devait même pas avoir un problème de participation ou de non-participation d'un tel parti. Parce que tout est réuni. Si tout est réuni, mais je ne vois pas un parti politique comme le Front populaire ivoirien, un parti politique comme le COJEP, ne pas y aller. Mais rien n'est réuni. Monsieur Jean-Claude Niawa, le président Alassane Ouattara a été élu. Et la Côte d'Ivoire, très bientôt, je crois, d'ici décembre, aura lieu en Côte d'Ivoire les élections, différentes élections, dont les législatives. Vous n'avez pas le sentiment que ce pays-là a en voie de pacification? Parce que nous aurons appris que même l'opposition, le FPI, les tendances, auront des candidats aux élections prochaines. N'avez-vous pas l'impression ou la vision que ce pays-là est sur la bonne voie, disons la voie économique
et celle de la réconciliation. Ça me fait sourire un peu parce que qu'est-ce que vous appelez sur la voie de la réconciliation, sur la voie du progrès, sur la voie de la pacification? Oui, je le dis parce que les différents partis d'opposition présenteront des candidats aux prochaines élections. Je viens pour dire que voilà. Quand on est un parti politique, oui. L'ultime chose qu'on fait dans la vie politique, c'est de participer à une élection pour mettre en pratique son programme de société. Donc, c'est tout à fait normal qu'à l'approche d'élections, que ce soit présidentielle, législative, municipale, régionale, qu'il y ait des mouvements au sein des états-majors de ces partis-là. Mais il ne faut pas oublier que la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, régresse. Régresse en matière de droits de l'homme. Régresse en matière d'expression, de libre expression. Régresse en matière de liberté de presse. Non, je viens. Oui, ok, allez-y, de liberté de presse. Alors que tous les jours, les gens écrivent mais ils écrivent, mais il y a beaucoup qui sont en prison. Il y a beaucoup qui sont en prison. Qui est le journaliste ivoirien en prison en ce moment? Il y a des journalistes qui sont en prison, il y a des journalistes qui sont en exil. Il y a des journalistes qui sont en exil aussi. S'ils ne sont pas en prison, ils sont en exil. Ou bien qui sont morts. Aujourd'hui, les journalistes sont tués en Côte d'Ivoire. Il y a des journalistes qui ont été tués en Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Claude Niawa, quelle base vous orientez le nom de ces journalistes qui ont été tués purement et simplement que le gouvernement a traité de crimes crapuleux qui rentraient chez lui, ces journalistes ont été tués. Et certains ont fui. Et c'est pour ça que des journalistes ne sont pas en prison. Et il y a des gens qui sont en prison en Côte d'Ivoire, des prisonniers d'opinion politique qui sont en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous sommes près de 400, plus de 350 prisonniers politiques qui en meurent chaque jour. Et il y a des gens qui sont en exil. Ce que le gouvernement, ce que la société civile, ce que l'opposition demande au gouvernement et au pouvoir en place, c'est de créer les conditions de retour sécurisé de ces exilés. Parce que dans la constitution de la Côte d'Ivoire, un Ivoirien ne doit pas être en exil. Article 12. Mais monsieur Jean-Claude, on n'a pas l'impression que c'est un débat dépassé parce que nous sommes dans une autre... Non, le débat, il ne faut pas occulter les problèmes. C'est ce que nous avons fait. C'est pour ça que nous sommes aujourd'hui là. Dans un pays comme la Côte d'Ivoire, parler aujourd'hui de désarmement d'un groupe de personnes, c'est une honte. C'est une honte. Parce que nous avons toujours dit, on parle de réconciliation, Dans un pays, qu'est-ce qu'on appelle réconciliation? Ce qu'on appelle réconciliation dans un pays, c'est pas que un peuple qui vit à Diokwe et celui qui vit à Bassam doivent se rencontrer demain pour s'embrasser, pour faire des fêtes. Non. Il faut respecter, il faut que ces peuples-là soient logés. Mais si ces conditions n'étaient pas réunies, comment se fait-il que ces candidats sont allés aux élections en Côte d'Ivoire? Mais il y a eu des partis qui ne pouvaient pas faire meeting au nord. Ah oui? Voilà. Il y a eu des partis qui ne pouvaient pas faire meeting au nord. Il y a eu cela. Et puis, vous avez vu... Et les représentants de ces partis sont quand même allés aux élections? Mais je pense qu'il faut voir, qu'il faut vous poser des questions qui sont un peu d'ordre pour éclairer un peu l'opinion. Mais il ne faut pas que vous posez aussi des questions pour, comment on appelle, lancer des fleurs à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Non, nous sommes dans une dynamique, parce que c'est notre pays. Mais pas à n'importe quel prix. Il y a des choses qui sont faites en Côte d'Ivoire, il y a la population qui est terrorisée, il y a des gens qui tuent, il y a des microbes un peu partout. Et vous parlez de sécurité, vous parlez de la paix qui est en train de venir. Mais aujourd'hui,
Nous sommes dans une dictature. Non, non, moi je pose cette question, M. Jean-Claude Niawa, parce que le COJEP se manifeste plus en Europe et n'a pas, je peux dire, n'a pas la maîtrise du terrain ivoirien. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Éclairer l'opinion. Parce que nous ne pouvons pas, depuis que Ouattara est au pouvoir, vous journalistes, vous savez bien que moi, qu'aucun meeting n'a été autorisé en Côte d'Ivoire de l'opposition. Le Front populaire ivoirien, le COJEP, ils ont créé une plateforme qu'on appelait CNSC, Coalition nationale du changement. Mais plusieurs fois, des meetings de cette formation, de ces formations politiques ont été carrément agressés. Les gens sont venus pour casser purement et simplement la logistique qui était là. Et le gouvernement ne disant rien. Ou bien on donne la permission aujourd'hui et puis à un jour, le ministre de la Sécurité appelle pour dire bon, il y a des problèmes donc il faut qu'on arrête. Mais ce n'est pas sérieux pour un pays qui se dit un pays des droits. Voilà. S'il y a des gens qui veulent manifester, on les laisse manifester. Les policiers sont là pour encadrer. C'est comme ça. On n'empêche pas. Aujourd'hui, la liberté en Côte d'Ivoire est confisquée. Nous sommes dans un système de confiscation de nos libertés, de nos opinions. Donc la population a peur. C'est ça. Elle est terrorisée. Parce que quand tu parles, moi qui vous parle là, je ne peux pas aller à Abidjan. Monsieur Jean-Claude Niawa, tout récemment, lors d'une manifestation des partis d'opposition dont vous parlez, des bus ont été incendiés à Abidjan. On a vu une démonstration des gens dans des journées villes mortes. N'est-ce pas là l'expression d'une liberté à chacun de manifester? Non, on ne manifeste pas. Parle-t-on là d'une dictature? Non, on ne manifeste pas pour, dans la violence. Mais voilà, justement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, mais c'est pour ça, tu sais, je disais tout à l'heure, mais monsieur le journaliste, je disais tout à l'heure, quand on est dans un pays, c'est comme, et tu es au pouvoir, c'est comme c'est toi qui as le canari sur la tête. Le canari de Bangui. Et donc là où, c'est le vin de palme, là où les enfants s'amusent pour jeter les pierres, tu fais un effort pour éviter cet endroit. C'est pour dire tout simplement que c'est le pouvoir en place qui doit créer les conditions pour ne pas qu'il y ait des marches comme ça, de ce genre. Hein, des marches éclatées, des marches qui aboutissent à des violences. Et cette violence ne vient pas de l'opposition. Cette violence vient du pouvoir en place. Parce que le pouvoir en place, ce pouvoir en place, là, c'est le PDCI, le RDR et aujourd'hui le RHDP. C'est toujours le même schéma, le même décor. Et des gens qui ont tué les rebelles. C'est les rebelles. Aujourd'hui, c'est eux qui sont au pouvoir. Donc, quand vous posez vos questions, c'est bien, mais il faut aussi comprendre la réalité en Côte d'Ivoire. C'est ceux qui avaient attaqué la République hier, élus démocratiquement, qui aujourd'hui sont au pouvoir, par la force des armes. Donc, tant qu'ils ont des armes, on ne parlera jamais de liberté d'expression en Côte d'Ivoire. On ne parlera jamais de conditions démocratiques réunies pour aller à des joutes électorales. Les gens parlent de législative. Oui, la Constitution le demande après les élections présidentielles. Il faut y aller pour renouveler la classe politique au niveau de l'Assemblée nationale. Et puis, aller aux élections régionales et pour renouveler la classe politique au niveau des régions. Aller aux élections municipales pour renouveler la classe politique au niveau des villes. Tout ça, c'est tout à fait normal. Mais à quel prix? Et comment nous y allons? Ça, c'est le problème. Et c'est pourquoi nous appelons le parti au pouvoir. Le pouvoir a véritablement discuté. Parce que quand tu as lutté, comme Ouattara le dit, il dit qu'il a lutté durant des années pour arriver là où il est. Mais tu as lutté pour quoi? Tu as lutté pour le bien-être de l'individu ivoirien. Mais ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on voit. Dès que tu parles, tu es en prison. Il se choisit des opposants. Et il donne 100 000 francs aux opposants, hein, à des candidats. Alors qu'il y a une loi. 100 millions. 100 millions. Oui. 100 millions à des candidats. À la veille
des élections. Alors que ça ne devait pas être donné comme ça. Parce que la constitution ivoirienne dit que l'État doit aider les partis politiques. Mais ces mêmes candidats ont accepté l'argent, sauf un. Je viens pour dire, moi je parle de la règle. Je ne parle pas de l'individu politicien en tant que tel. Mais je parle de la règle, comment les choses doivent être. Voilà. Et puis maintenant, on peut arriver à la cupidité de certains hommes politiques. Mais je veux dire, il faut respecter les clauses. Le président Laurent Gbagbo l'a fait. Quand la loi a été promulguée, les gens ont reçu de l'argent. Le RDA a reçu de l'argent. Chaque année, ces partis ont reçu au moins plus de 800 millions pour financer leurs activités. Et ça, c'est sur le contribuable ivoirien. Ça ne vient pas d'un parti politique qui est au pouvoir. Non, c'est le contribuable ivoirien. Tous les Ivoiriens qui travaillent en Côte d'Ivoire, qui produisent et qui vendent leurs produits en Côte d'Ivoire, qui contribuent à la manifestation du jeu politique dans le paysage. Mais ça, c'est le financement des partis. Voilà, mais cette fois-ci, il y a eu le financement des candidats. Voilà. Là, c'est pas bon. Ah oui? Là, c'est pas bon. C'est de la corruption, tout simplement. C'est pas bon. Pourquoi? Mais ça, c'est comment dirais-je, le COJEP qui le dit? Non, mais... Comment dit? Parce que des grands partis tels que le FPI ont reçu cet argent. Bon, le FPI, il faut parler du candidat à Finguessan, ce n'est pas le FPI en tant que tel. On parle de deux tendances là. Donc, tu ne dois pas tout simplement dire le FPI en tant qu'entité qui a reçu de l'argent. Le candidat à Finguessan a reçu 100 millions. Il y a tous les candidats qui ont participé. Voilà. Mais nous voulons que la Côte d'Ivoire se dote d'institutions démocratiques. Parce que tant que on rusera avec la gestion de l'État de Côte d'Ivoire, de notre État, nous serons toujours à la traîne. Ça, c'est dangereux. Et je ne fais pas, je vais donner de l'argent à X. Bon, moi, je suis bien placé, je lui donne de l'argent. Je l'ai affamé, et puis après, à l'approche des élections, je lui donne de l'argent pour qu'il vienne. Mais c'est quoi? D'abord, comment tu vois cette faveur, cette largesse subite et cynique du pouvoir? Amis internautes, nous sommes avec Jean-Claude Ignawa, qui est Vous êtes, monsieur? Je suis le vice-président chargé de la diaspora et des représentations, président du Conseil européen du COJEP. Alors, monsieur Jean-Claude Ignawa, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui en avance. Bientôt auront lieu différentes élections en Côte d'Ivoire. Quel est le mot de pacification, le mot d'espoir du COJEP, par exemple? Parce que nous lisons très souvent que le président Deboudé adresse quand même des paroles de réconciliation, voir les Ivoiriens s'unir. En tant que représentant de ce parti en Europe, quel est votre mot là-dessus? Mais je voudrais vous dire que ce n'est pas de manière sporadique que Charles Blé Goudé le fait. Charles Blé Goudé, depuis qu'il est dans l'arène politique en Côte d'Ivoire, il a toujours prôné l'unité, la réconciliation. Vous vous rappelez que lorsque la Côte d'Ivoire a été attaquée, nous ne savions pas d'où venait l'attaque. Il a réuni la Côte d'Ivoire, il a réuni la jeunesse. Le 2 octobre, je pense 2002, je pense, non 2 octobre 2002. Il y a eu une grande marche où il y a eu près de 2 millions à la place de la République, où Charles Blé Goudé a appelé la Côte d'Ivoire à s'unir contre l'imposture. Ça, on pouvait, si il y a quelqu'un qui t'attaque, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les armes. Mais non, Charles Blé Goudé ne l'a jamais fait. Il a toujours appelé à la discussion, il a toujours appelé à la paix. Il a continué aussi dans son œuvre pour dire, et ça, c'est aussi matérialisé dans ses écrits. D'abord, ma part de vérité, d'un stade à un autre, où il dit, au début, on se dresse contre l'imposture inconnue, et puis après, on remarque que ce sont nos frères qui sont là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut discuter avec eux. Donc, d'un stade à un autre. Ces livres existent. Et puis après, on parle de triennat électoral, où les frères qu'on était allés voir
eux, ils avaient des idées derrière la tête qui n'ont jamais accepté cette main tendue. Donc, c'est de l'hypocrisie de leur part. Donc, Charles Blé Goudé n'a jamais prôné la violence. Charles Blé Goudé a été toujours là pour la paix en Côte d'Ivoire, pour le développement. C'est pour ça que son parti parle du congrès pour la justice. Monsieur Jean-Claude Niawa, nous allons conclure par la situation du président Blé Goudé. Nous sommes toujours sur le chapitre ivoirien. Tout récemment, le Burkina Faso a lancé un mandat d'arrêt international contre le président d'une institution ivoirienne, en la personne de M. Soro Guillaume, en tant qu'intellectuel. Comment analysez-vous cette situation? Est-elle logique qu'un autre État lance un mandat d'arrêt contre le président d'une institution d'un autre État? Merci. Si nous sommes dans une normalité, c'est des choses qui ne peuvent pas arriver. Mais nous sommes dans une situation de médiocrité en Côte d'Ivoire. En Afrique ou en Côte d'Ivoire? Non, je parle de la Côte d'Ivoire d'abord. Oui. Voilà, de la Côte d'Ivoire, nous avons de la médiocrité aujourd'hui à la tête de notre État. Ça, il faut le dire. Des gens qui ont pris des armes pour arriver au pouvoir. Et il y a des organisations non gouvernementales qui l'ont écrit. Des rapports existent. Et c'est ces gens-là aujourd'hui qui sont à la destinée de l'avenir de la population, d'un peuple de Côte d'Ivoire. Nous allons les subir encore 5 ans. C'est-à-dire 10 ans. Et donc, aujourd'hui, ces gens-là qui sont habitués à des pratiques qui sont moyenâgeuses, qui ne reflètent pas la modernité, qui ne reflètent pas comment vivre en cité moderne, et qui, si je peux emprunter les propos de celui-là même qui est mis en cause aujourd'hui, et qui dit qu'il faut frapper, il faut frapper des cibles fortes, il faut frapper, il faut frapper. Mais ça, c'est de la violence. On n'a pas besoin de ça en Afrique. Et donc, si monsieur qui est responsable, qui ne respecte pas son titre et qui continue toujours de se comporter comme un bandit, je pense qu'il peut être président de la République, il peut être poursuivi. C'est tout à fait normal. Et les preuves existent. Le Burkina ne s'est pas levé comme ça parce que aujourd'hui, ce qui se passe au Burkina est une preuve bien claire que effectivement, Soro est un bandit. Soro est un rebelle. Et tiens-toi bien, ironie du sort, Soro est venu du Burkina pour la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, ton enfant que tu as formé, que tu as aidé, que tu as adopté, qui passe de l'autre côté, qui est au pouvoir maintenant qui pense que c'est, qui perd un peu ses tuteurs, et maintenant qui attaque. Et la réaction des tuteurs, même si ce n'était pas eux qui l'embauchaient, mais tout le peuple burkinabé, on peut dire, il était derrière son président lorsque l'opération a été faite, parce qu'on n'a jamais vu une manifestation de société civile au Burkina manifester contre ce que Blaise Compaoré faisait en Côte d'Ivoire, alors que tout était dit. Mais s'il était dit par exemple que ce mandat engageait seulement que le Burkina, dans la mesure où jusqu'à aujourd'hui, il y a un silence plat en Côte d'Ivoire, des autorités ivoiriennes qui ne justifient pas réellement l'accusation portée contre le président Soro Guillaume. Oui, mais c'est pas parce qu'il y a un silence plat en Côte d'Ivoire par rapport aux autorités, mais c'est leur bande au pouvoir. Soro. Il y a quand même des partis d'opposition en Côte d'Ivoire. Mais ces partis d'opposition ont peur, ils sont traumatisés. Et c'est ça, ils sont traumatisés, mais j'appelle aussi, je profite aussi de cette antenne pour dire aux partis d'opposition de lever le petit doigt. Mais je pense que le Front populaire ivoirien a fait une déclaration, le COJEP a fait une déclaration, il y a des partis qui ont fait des déclarations. Et ce n'est pas nous qui sommes au pouvoir. Donc on a fait des déclarations, ce qu'il fallait faire, pour dire qu'en tant que président de l'Assemblée nationale, deuxième personnalité de la Côte d'Ivoire, il faut que monsieur s'exprime. Parce que la suspicion... Mais justement, il ne reconnaît pas ces faits-là. Mais ce n'est pas lui, un voleur. Tu as déjà vu quelqu'un qui a volé, qui dit, voyez ce que j'ai volé? Tu as déjà vu ça? Il faut le confondre avec les preuves. C'est pour ça qu'on l'appelle. Il peut avoir des avocats, il va être assisté. En France, où il était,
où on parle de démocratie, on parle de liberté de la justice. Mais pourquoi il était seulement convoqué comme témoin assisté. Mais il a fui. Parce que là, l'interrogation allait être équitable. Tu sais ici, même un réfugié, on met à sa disposition un avocat, un représentant de la société civile, des organisations non gouvernementales, pour assister son interrogatoire. Et là, il est libre. S'il pleure, on arrête l'interview. Ou bien, voilà. Donc, si Soro se dit qu'il est exempt de tout reproche, mais qu'il aille devant cette juridiction qui le convoque. C'est totalement simple. Mais je te dis, si, même si on était, il ne devait même pas avoir des si on est dans une normalité, des États, des personnes qui dirigent la Côte d'Ivoire, qui sont honnêtes, qui ne sont pas liés à des pratiques mafieuses, ça peut jamais arriver. Ça peut jamais arriver. Monsieur Jean-Claude Niawa, nous vous disons merci. Nous allons aborder maintenant le chapitre concernant votre leader, monsieur Charles de Goudet, ainsi que l'ex-président, monsieur Laurent Gbagbo. Alors, ces deux personnalités ivoiriennes et africaines seront jugées très bientôt à La Haye ensemble, ce que d'aucuns qualifient de procès historique. Avez-vous le sentiment que c'est réellement un procès historique? Oui, c'est un procès historique parce que c'est un procès qui met dans le box des accusés un chef d'État. Parce que le président Laurent Gbagbo est président de la République de Côte d'Ivoire, élu, reconnu par le Conseil constitutionnel. Il a prêté serment. Et dans un pays, après une élection, il y a c'est une seule fois que le Conseil constitutionnel prononce la victoire, les résultats d'une élection. Et ce président a été pris par une force étrangère, remis à l'armée de Ouattara, de son adversaire, et après déporté à La Haye. Donc, c'est un procès historique. Un procès historique parce qu'on a l'impression que cette Cour pénale internationale juge seulement les Africains. Et c'est pourquoi le président Laurent Gbagbo est à La Haye. Aux dernières nouvelles, la plainte a été signée par un Européen, le juge, comment on appelle, l'avocat de la partie qui accuse le président Laurent Gbagbo, donc Alassane Dramane Ouattara, ça. Et ça a été signé en 2014, pendant que le président Laurent Gbagbo était déjà à La Haye. Vous voyez un peu. Donc, historique, parce que nous revenons dans un chemin de déportation. C'est-à-dire que la période de la colonisation, où quand un résistant, un chef résistant coutumier, comme les Samori Touré, résiste à la pénétration de la colonisation, il est capturé, il est déporté. C'est tout simplement la modernisation de cette pratique, de ces néocolons, tout simplement. Et c'est pour ça que nous ne dirons pas, nous, que c'est un procès de la honte, mais plutôt un procès de la vérité. Parce que là, nous allons savoir qui fait quoi et qui a fait quoi dans la crise de la Côte d'Ivoire. Et cette crise de la Côte d'Ivoire doit être comprise dans les différentes crises qui se sont passées en Afrique. Je veux parler de Kwame Nkrumah. Comment aujourd'hui on peut voir, on peut se dire, donc c'est ce qu'il avait fait à Kwame Nkrumah. C'est ce qu'il avait fait à Lumumba. C'est ce qu'ils avaient fait à tel ou tel opposant à leur politique d'aliénation de nos peuples. Parce que voilà quelqu'un de vous à moi, le président Laurent Gbagbo, n'étant pas attaché à des ramifications extérieures, à part des amis qu'il a au Parti Socialiste. Avant qu'il n'arrive, il n'y avait pas de caution du Parti Socialiste en tant que tel. Et il arrive au pouvoir
et il demande à ce que la Côte d'Ivoire s'oriente autrement pour pouvoir bénéficier de ces ressources ou bien d'en créer en appelant l'esprit d'initiative et d'entrepreneuriat. Donc vous avez l'impression, enfin, vous voulez dire que c'est parce qu'il s'est élevé, excusez-moi du mot, Oui. contre, comment dirais-je, l'Occident. Contre la France, il faut dire contre la France. Contre le gouvernement j'oublie un peu le mot, des néocolonisateurs. Et c'est ce qu'il a conduit là. Justement. Ben justement, il a accusé pour des crimes contre l'humanité. Oui, mais est-ce que, parce que j'ai respecté ma constitution, voilà, le mot, je l'ai retrouvé, le capitalisme mondial. Il s'est levé contre le capitalisme mondial. Et c'est dit même dans les écrits, dans les œuvres des savants, même européens, comme quelqu'un que nous connaissons ici en Suisse, Jean Ziegler, dans son livre. Qu'en est-il des crimes dont il a accusé? Mais les crimes, je ne sais pas où le président Laurent Gbagbo a demandé à l'armée ivoirienne de se lever volontairement contre un peuple, ou bien de se lever volontairement contre des gens pour qu'il y ait mort. La Côte d'Ivoire a été attaquée. Et donc, il faut aussi comprendre que l'État doit se défendre. L'État doit se défendre. Mais vous avez vu aussi comment le président Laurent Gbagbo a géré cette crise. Il est parti de négociation en négociation. Si c'était un dictateur, comme on le dit, mais la rébellion, ça se mate, comme on dit. Mais le président Laurent Gbagbo a toujours dit... les moyens de mater cette rébellion? On pouvait toujours trouver les moyens. On pouvait toujours trouver les moyens. Donc, d'où sort-il cette manière de dire qu'il a tué? Voilà. Il n'avait pas les moyens, il n'a pas les armes, donc il ne peut pas. Mais je vais tout simplement dire que l'Occident, pour noyer son chien, le traite d'enrager, d'avoir la peste, d'avoir la rage. C'est tout simplement. Le président Laurent Gbagbo gêne. Il gêne cet ordre mondial qui maintient les pays du tiers-monde dans le sous-développement, et ces pays du tiers-monde-là doivent consommer. Ils ne doivent pas prendre les initiatives, ils doivent consommer. Nous sommes ici, nous voyons. Mais puisque le président, selon vous, à mon entendement, si le président Laurent Gbagbo défendait cette Afrique-là, pourquoi est-ce qu'il n'a pas le support des présidents africains? Oui, mais il faut savoir aussi comment ces présidents africains sont arrivés au pouvoir. Je vais te dire que l'OUA est financée à 90% par l'UA, voilà. L'Union africaine. Oui. Voilà. Mais c'est ça. Ils ne peuvent pas parler. Voilà. On a vu le problème du panel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les chefs d'État se sont cachés. Ils ont fui. Ils ont dit, oh, bon, non, ils sont partis. Parce qu'ils avaient peur des représailles. Et on dit oui, mais quand on te dit, bon, il faut faire ça, il faut accepter, parce qu'on va faire tel projet, on te promet. Et puis, les présidents africains, comment il est devenu président? Aujourd'hui, il y a un contentieux entre le Gabon et la France. Le Premier ministre qui plaisantait et qui était à un plateau d'un journaliste qui mène de la plaisanterie. Mais il faut aussi dire que c'est dans la plaisanterie que nous trouvons toujours la vérité. Il a dit que le président gabonais n'était pas élu. Alors que c'est le président gabonais et ils le reconnaissent que c'est le président gabonais. Mais en temps normal, maintenant, dans sa vérité. Parce que quand on parle de plaisanterie, on rentre dans ce qu'on est. Ce n'est plus faire comme si on était sur un plateau. Non, mais il a dit la vérité. Et c'est pour ça que le président gabonais s'est senti frustré. Et donc, dit que ces présidents, ils savent, ils les tiennent. Ils les tiennent comme les chiens. C'est pour ça que nous, jeune génération, qui voulons faire la politique, ou qui faisons la politique, nous voulons des États avec des leaders qui puissent prendre leur place. Ce n'est pas pour tenir tête à qui que ce soit, mais prendre leur place pour que véritablement l'Afrique se développe. Parce que comme ça... Mais vous avez le sentiment, pour vous, qui avez toujours vécu
en Europe, avez-vous le sentiment que l'Afrique peut se développer aujourd'hui sans l'aide des États européens? Je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas Ben voilà. que nous allons vivre en autarcie. Mais il faudrait que dans ces échanges-là, il y ait un traitement de gagnant-gagnant. C'est tout. Aujourd'hui, il faut un traitement de gagnant-gagnant. Il faut changer beaucoup de choses. Les dispositions. Comment tu peux concevoir que c'est la France, lorsqu'il s'agit d'un pays de l'Afrique francophone, c'est la France qui doit rédiger la résolution que doit prendre le Conseil de sécurité? Mais c'est pas normal. Alors que nous sommes indépendants. C'est pas normal. Et toutes ces choses-là doivent être revues pour rendre juste les institutions qui dirigent ce monde-là. Mais tant que ce n'est pas fait, on dira toujours que nous sommes bloqués. Et ce blocage est structurel. C'est pour ça qu'on ne le voit pas. Monsieur Jean-Claude Niabara, nous allons revenir à Charles de Goudet, donc vous êtes le représentant européen. Vous aviez organisé ces derniers temps plusieurs déplacements à La Haye. À quoi répondaient ces déplacements? Bon, ces déplacements, nous sommes le premier responsable du parti ici, et c'est tout à fait normal que lorsque notre président est détenu, que nous rendions régulièrement visite pour avoir une visite de courtoisie, pour voir comment il allait, comment sa santé et tout ça, et comment il préparait le mouvement, comment on appelle son procès. Nous trouvons toujours quelqu'un qui a en avance, même sur les événements, un homme très concentré sur son procès. Il a dit, vous l'avez même vu, lors de sa deuxième comparution, pour voir si on pouvait confirmer ou infirmer les charges contre lui. Il avait dit qu'il n'était pas là pour sortir de prison pour sortir. Il voulait que la vérité se manifeste. Donc, à ce niveau, très serein, il est là. Il se porte très bien. Vous l'avez vu la dernière fois, tout rayonnant dans le box des accusés avec le président Laurent Gbagbo pour la conférence de mise à l'état avant le procès. Et donc, nous rendions visite pour lui faire le point de l'implantation du mouvement, du parti ici en Europe. Et donc, c'est pour ces deux raisons. Dans quel état d'esprit il se trouve? Mais je l'ai dit tout à l'heure, il se trouve dans un état de quelqu'un qui est prêt pour défendre la Côte d'Ivoire. Quelqu'un avec un esprit, enfin, pas fragilisé. Non, il n'a pas un esprit fragilisé. Il a été traumatisé par rapport au traitement durant au moins 14 mois à la DST que lui a infligé les services d'Ahmed Bakayoko. Mais Charles Bleu Goudet aujourd'hui, tout ça est derrière lui. C'est quelqu'un qui est fort, un esprit comme tout d'abord, comme le président Laurent Gbagbo. C'est les deux qui sont là-bas. Donc ils sont prêts pour le procès. Leur état d'âme est tout à fait au beau fixe pour pouvoir affronter ce procès. Alors, parlant justement du procès, avant le procès, il y a eu mobilisation de la communauté ivoirienne à travers le monde. On a vu à Paris les nombreux défilés. Alors, qu'en serait-il en ce jour-là, du 28 janvier? Une grande mobilisation se prépare. Les camarades de la Suisse, bon, comme c'est un peu loin, ils n'ont pas fait en bus, ils ont fait en EasyJet. Donc, voilà, ils iront en avion. Et le premier groupe ira déjà le 25 pour prendre nos quartiers dans notre hôtel, King Cool. Voilà, ce serait le QG du COGEP. Et puis, le 26, il y aura un deuxième groupe. Le 27, moi, je pars avec encore un autre groupe. Donc, jusqu'au 28, voilà, il y a des gens qui peuvent... il y a des étudiants qui composent. Donc, après leur composition, ils prendront l'avion pour y aller. Et ça... Si vous avez un mot par rapport à la mobilisation. Je viens. C'est pour dire que... Ça, c'est pour la Suisse, petit pays. Maintenant, c'est la même chose. Les camarades de l'Espagne, c'est aussi, parce que c'est un peu loin, les avions.
les camarades de l'Italie, c'est un peu loin, c'est l'avion, EasyJet, EasyJet. Et puis en Allemagne, un peu proche, il y a des cas, il y a le camarade proposé Jean-Claude Esmel qui m'a parlé de plus de 4 cas qui partent déjà de je sais pas, Stuttgart ou de Cologne, hein, pour la journée du 28. En France, je viens de lire, parce qu'ils ont organisé des convois où l'Ivoirien pouvait payer 10 € pour y aller. Et donc, aujourd'hui, la première liste est finie. Ils sont en train de chercher encore des cars pour mettre à la disposition. Donc, la mobilisation se fait. En Afrique, ceux qui n'ont pas les moyens pour y arriver s'asseoiront dans des petits cafés, hein, les représentants, les coordinateurs, pour suivre le procès et puis parler de Charles Blé Goudé, parler du président Laurent Gbagbo. Donc la mobilisation va être mondiale et va être véritablement à la hauteur de la grandeur de ces deux icônes africaines. Vous avez bien un mot à adresser à tous ces militants, à tous ces Ivoiriens qui, voilà, qui sont favorables aux idées de votre leader Charles Blé Goudé. Oui, au-delà de Charles Blé Goudé, du président Laurent Gbagbo, Voilà, okay. Je voudrais dire à tout Ivoirien, à tout panafricain, que c'est seul dans le travail, dans l'unité, dans l'esprit de la complémentarité que nous pouvons, hein, arriver à atteindre nos objectifs. Et puis, il faudrait que nous inscrivions ce combat-là dans une dynamique de prendre notre place dans le Conseil des Nations et non de lutter contre quelqu'un. Parce que, au-delà de ce que je vois, de ce que les Européens nous font, de ce que les Européens font, ils le font pour garantir leur bien-être. Personne ne viendra de l'extérieur pour faire le bien-être de l'Afrique. C'est nous-mêmes. Et donc, si les Africains dorment, mais les autres viendront voler leur richesse. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on développe des politiques qui peuvent aller au-delà de nos existences nous-mêmes. Aujourd'hui, on parle de Guillaume Tell ici. Guillaume Tell. C'est des gens qui ont lutté, qui ont posé des actes pionniers pour que leur descendance puisse vivre en paix. Aujourd'hui, quand je parle de politique et je veux me déplacer, bon, ma femme, elle en rit. Elle ne sait même pas pourquoi je dois faire beaucoup d'efforts. Mais je la comprends parce qu'elle ne sait pas la difficulté que moi je sens. Hein, que je suis chaque fois obligé de l'envoyer de l'argent en Afrique pour que mes proches puissent aller à l'hôpital. Alors qu'ici, si je suis malade, je me lève vivement. Mais pour créer toutes ces conditions, il faut que le pays soit dans de bonnes mains. Et c'est pour ça que pour que le pays soit dans de bonnes mains, il faut que nous travaillions la main dans la main, solidement, pour prendre notre place, pour que l'Afrique puisse être développée. Vous avez un mot particulier pour la mobilisation du 28 ? Je demande à tous les Africains, à tous les Ivoiriens, à tous les Panafricains et à tous ceux qui sont épris de paix ou de justice dans ce monde, de venir soutenir Charles Blé Goudé, le président Laurent Gbagbo, pour que triomphe la vérité. Vous avez espoir d'une libération prochaine? Sûrement. Je veux que mes leaders soient libérés parce qu'ils n'ont rien fait. Vous voyez aujourd'hui, avec les mandats d'arrêt qui sont lancés contre ceux-là même qui étaient, comme on appelle, appréciés par le monde. Aujourd'hui, on découvre qui a fait quoi. Parce qu'il faut que les autorités burkinabées aillent très loin. Je veux citer l'ex-premier ministre Dinda, qui dit ouais, qu'il connaît Soro, donc ses propos sont authentifiés. Il ne joue pas. Et donc, il faut qu'il aille aussi, parce que hier, ils étaient amis. Hein? Ils étaient amis contre la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, moi j'ai espoir, si le procès, on peut parler de la justice, qui cherche les preuves, qui cherche à placer les actes qui ont été commis par tel ou tel, pour voir la valeur de ces actes et puis porter un jugement, je pense que
mes leaders seront libres. Monsieur Jean-Claude Niawa, de vous avez été un étudiant ivoirien. Que pensez-vous de la FESI? La FESI a été un mouvement qui a été une pierre de lance, on peut dire une cheville ouvrière pour le retour au multipartisme en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était un mouvement qui défendait les conditions de vie et de travail, d'études des étudiants. Voilà. Et voilà. Je disais tout à l'heure que c'est l'État qui doit réunir les conditions pour que véritablement les acteurs... Oui, mais avec ces différents chefs d'État qui sont passés, la FESI est restée dans sa logique. D'autant plus que tout récemment sur le campus, non seulement il y a eu des casses, mais un étudiant a été tué. Mais qui l'a tué? Ben justement, c'est la police qui l'a tué. Mais je veux dire, ouais. Je vais dire que, je viens dans mon raisonnement, je vais dire que c'est l'État qui crée les conditions. Si les étudiants demandent passivement quelque chose, si nous sommes aujourd'hui en Europe, c'est par rapport à ça. Nous avons fui cette manière de faire. Voilà, de venir, d'être brimés, d'être violentés, parce qu'il y a des étudiants qui ont disparu depuis 91, 92, 95, 99, 98. Mais le pouvoir en Côte d'Ivoire a toujours cherché à maîtriser ce mouvement. Parce que c'est ça sa force. C'est la crème. C'est l'intelligentsia qui oriente la démocratie. Donc je viens. Comment cette intelligentsia concilie le stylo à la machette? Non, mais, voilà, mais c'est ce que je viens. Je dis, voilà, il y a que certains étudiants sont instrumentalisés contre d'autres qui posent les conditions. Et donc il y a affrontement. Et ça on n'a pas besoin de faire un doctorat pour le comprendre. C'est la même chose que... Faut-il donc dissoudre? Non, il ne faut pas dissoudre, il faut discuter franchement et puis il faut créer les conditions. Il faut voir les revendications de ces étudiants et de ces syndicats. On ne dissout pas, c'est pas la dissolution d'un mouvement arrangé. C'est des choses qui doivent être prohibées même dans une société. Quand quelqu'un est en train de dire quelque chose, il ne faut pas dire non, on va là-bas. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter et puis tu lui donnes la réponse. Si tu peux dire non, pour l'instant, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça, voilà ce que je peux faire. Voilà, je suis dans l'impossibilité de faire ça maintenant. Voilà, mais s'il insiste, tu n'as pas à le mettre en prison. S'il insiste que tu as fait ce que tu peux, mais c'est une personne, il doit se contenter. Monsieur Jean-Claude Niawa, vous êtes une personne d'intelligence. Vous avez été à la base, ici à Zurich, de la création de Communication Wangi. Aujourd'hui, vous visitez les studios de ce gâteau dont vous avez contribué à la mise en œuvre. Quel est votre dernier mot, justement, concernant notre pays, votre mobilisation, le procès qui aura lieu bientôt, un mot d'espoir? Vous l'avez déjà dit, je suis très heureux d'être reçu aujourd'hui ici et puis je suis reconnaissant vis-à-vis de cette structure en tant que, je me dis, vous l'avez dit, en tant que quelqu'un qui est allé aussi à l'école, qui connaît certaines choses, c'est de mon devoir d'apporter mon expérience à une structure qui était en train de se mettre en place. Je suis tout à fait fier que Wangi Communication ait son studio d'enregistrement pour pouvoir continuer le travail. C'est une bonne chose, ça apporte la lumière, cette lumière-là qui m'éclaire et que je porte. Donc cette lumière-là, je voudrais que cette lumière se projette sur les affaires de la Côte d'Ivoire, se projette sur le procès pour que véritablement la Côte d'Ivoire soit libérée à travers la libération de tous les prisonniers politiques, à travers le retour sécurisé des exilés, à travers la libération de Charles Blé Goudé et de Gbagbo Laurent à la suite de ce procès qui commence le 28 janvier 2015. J'appelle tous les Ivoiriens
à être serein et à faire le déplacement de manière nombreuse pour que le monde découvre que oui, Gbagbo et Charles Blé Goudé sont injustement détenus en Côte d'Ivoire. Amis internautes, nous avons été très heureux de recevoir sur notre plateau Jean-Claude Nyawa. Nous avons été heureux de discuter avec lui. C'est un des problèmes d'Afrique. Et beaucoup d'autres problèmes existent, notamment les manifestations djihadistes en Afrique. Je crois que nous aurons l'occasion de retrouver M. Jean-Claude Nyawa qui, à Zurich, en Suisse, est l'un des grands intellectuels africains avec qui il est très souvent très bien d'échanger et d'apprendre beaucoup. Merci M. Jean-Claude Nyawa. C'est depuis nos studios de Winterthur en Suisse, par Banao Nambo pour Wangi Communication et Associés. À très bientôt. Merci.